J'aime beaucoup, c'est la délation, la vilainie, la fausseté, le fauchetonisme. Le gendarme, c'est l'aboutissement de beaucoup de recherches de Funès. Je me suis beaucoup attaché au personnage du gendarme. De Funès aimait la comédie, il aimait faire rire et il aimait rire. Il a créé un personnage qui n'existait pas. Il le disait lui-même qu'il fallait que lui, son public, il fallait que ça puisse être visible par les enfants, quoi. Pour lui, c'était son critère principal. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'il a duré. Je suis vraiment paniquée d'être à côté de vous, j'ai le trac et tout. Et puis nous étions dans la méhari sur le port. Il lâche le volant et puis il me dit « Regardez mes mains, moi aussi j'ai le trac ». Début 64, De Funès est arrivé à ce qu'il voulait être. C'est un très grand second rôle. C'est pas une vedette. C'est pas une vedette du comique. Les vedettes du comique à l'époque, c'est un Fernandel très vieillissant, mais dans la génération de Funès, c'est Darry Cole, c'est Francis Blanche, c'est Jean Richard, qui sont des gens avec qui et sur qui on monte des films. Sur De Funès, on a monté encore que très peu de films. Il y a 3-4 films dans lesquels il tient le premier rôle, alors que les autres font 3-4 films par an en tenant le premier rôle. Lui, c'est un très grand second rôle. Tous les Français le connaissent. Il a joué dans du cinéma de qualité comme dans du cinéma populaire. Il a 50 ans. Et il y a une série de chances extraordinaires qui vont arriver. Et cet été 1964, qui est certainement l'été le plus dingue dans l'histoire du cinéma populaire français, parce que De Funès va tourner à partir du mois de mai jusqu'à octobre, consécutivement, Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio, qui sont les 3 films avec lesquels sa carrière décolle, sa carrière de star décolle. Lorsqu'on a été jusqu'à Saint-Tropez pour y être gendarme, qu'est-ce qu'on vient faire à Carcassonne? Eh bien, on vient être gangster. Ah, un rôle de composition alors. Oui, un rôle de composition. On s'amuse toujours. Richard Balducci travaillait comme attaché de presse sur Pouic Pouic qui a fait sauter la banque, donc il a forcément connu Louis de Funès. J'étais en repérage au-dessus de Saint-Tropez pour un film qui s'appelait Saint-Tropez Blues. Et en revenant vers Saint-Tropez, je me suis arrêté en pleine campagne parce que j'avais vu une maison au loin qui me plaisait bien. Je suis allé la voir à une centaine de mètres. En revenant, dans ma voiture, on m'avait fauché ma caméra. Alors, on m'a donné le conseil d'aller à la gendarmerie. C'était plein midi. J'ai trouvé un gendarme assis à Califourchon devant la porte de la gendarmerie. Et je lui dis, voilà, bonjour, je viens. Il me dit, pourquoi vous venez? Je viens pour porter plainte. Il me dit, à midi? Oui, je viens à midi parce que ça vient de se passer. Il me dit, bon, ben alors on va rentrer. On va rentrer dans la gendarmerie. Alors il s'est levé avec grande difficulté, on est rentré. Et le gendarme lui dit, bon, remplissez les papiers. Il lui dit, je sais qui c'est. Hein. Ah bon? Oui, je sais qui c'est, qui vous a piqué votre appareil photo. La semaine dernière, je l'ai loupé de 5 mètres. Ça a tellement fait rire Balducci qu'il a commencé à écrire là-dessus, puis voilà, il a imaginé le gendarme de Saint-Tropez. Qu'est-ce que c'est? On m'a volé mon cyclomoteur. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ah ben l'arrêtez. Arrêtez le moteur, le voleur. Je ne suis pas de service. J'en ai parlé à De Funès, et De Funès m'a dit, ben, on va en faire un film. J'ai dit, mais c'est seulement un départ. Il me dit, c'est un très bon départ de film, on va faire un film. C'est comme ça, c'est l'idée de faire Les Gendarmes, c'est pas de moi, elle est de Funès. C'est lui qui m'a raconté ça. J'ai gardé ça en moi 6, 7, 8 mois, ou peut-être 1 an. Et un jour, pendant qu'on tournait un autre film avec Giraud, et je crois que c'est fait de sauter à la banque, je lui ai dit, dis donc, on m'a parlé d'un film, un film qui s'appellerait Le Gendarme de Saint-Tropez. Peut-être 1 an après me l'avoir raconté, vous voyez. De Funès sent qu'il y a un sujet, parce que lui, il sort de La Grosse Valse, dans lequel il a joué le rôle d'un sous-officier des douanes, et il a été très très à l'aise avec ce rôle-là. Robert Derry et Colette Brosset interprètent des rôles secondaires dans ce spectacle qui a été conçu et réalisé avec des moyens jamais utilisés dans un théâtre parisien pour mettre en valeur un comédien fantaisiste, Louis de Funès.
Colette et Robert lui avaient fait la promesse de jouer à ses côtés 2 mois pour lui donner la réplique, pour lui servir la soupe, comme on dit en jargon théâtral. Eh bien, il y a 7 mois que le trio fait triompher la grosse valse, et maintenant, ils n'ont plus le cœur de se séparer. Le sous-officier odieux avec les civils, méchant avec ses subalternes et servile avec ses supérieurs, ça lui plaît. Et donc, en voyant le script de Balducci, il se dit, tiens, il y a quelque chose à jouer. Monsieur Bétou, producteur, avait envie de faire un De Funès. Il n'avait pas de sujet et De Funès leur a dit, il y a Richard, qu'il y en a un qui me plaît bien, voyez avec lui. C'est lui qui m'a mis en contact avec Bétou et Pinière, quand étaient les producteurs du premier Gendarme. Le producteur Gérard Bétou était un peu réticent au départ, puisque Bourvil avait tourné comme gendarme, la fameuse tactique du gendarme, et ça avait pas cartonné entre guillemets. Du coup, il était un peu réticent. L'uniforme, on ne sait pas trop, hein, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne. Et là, ça a fonctionné, je pense aussi, parce qu'il y avait De Funès à l'intérieur de l'uniforme, quoi. L'auteur Richard Balducci, le metteur en scène Jean Giraud voulait absolument faire ce film en couleur. Et le producteur qu'ils avaient contacté en premier a dit non, ce serait beaucoup trop cher. Et nous, on a dit oui, on veut bien prendre le risque de le faire en couleur. Et c'est comme ça qu'on a pu faire Le Gendarme de Saint-Tropez. Bon papier. Le Gendarme correspond au moment où le cinéma français bascule du cinéma de quartier au quartier de cinéma. C'est-à-dire des cinémas d'exclusivité avec des grands écrans et surtout de la couleur. Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est une des premières comédies populaires grand public françaises en couleur. Et qui coûte pas trop cher. Ça posait beaucoup de problèmes parce que la pellicule couleur était beaucoup plus chère que la pellicule noir et blanc. Il fallait beaucoup plus d'éclairage. Et donc les devis des films augmentaient beaucoup et c'était pas évident à l'époque. À tel point d'ailleurs que quand on a dit oui, on a essayé d'économiser au maximum. Et que la première bobine du Gendarme de Saint-Tropez est en noir et blanc. Je suis muté dans le Var avec un galon de plus. Maréchal des logis chefs. Merci mon Dieu, merci. Ça va barder là-bas. En fait, ça a été fait au départ parce que le début du film est tourné en montagne, en moyenne montagne, donc on avait peur des intempéries. Donc pour préserver un peu la pellicule, on avait tourné en noir et blanc. Et d'ailleurs, après, au niveau de la couleur, sur Saint-Tropez, il y avait ce problème de luminosité. Il y avait énormément de lumière, et c'est ça qui a donné beaucoup de fil à retordre aux différents chefs opérateurs qui sont succédés. La première chose que le directeur de production nous a dit, surtout, bon, à l'époque, la couleur était à ses débuts, enfin bon, c'était pas encore très au point, il nous a dit surtout, vous ne bronzez pas parce que c'est très très mauvais pour le... Et nous, on avait 20 ans, 22 ans, et ça a été la folie. Au bout de 3 jours, on avait 2 ou 3 jours avant de commencer, ou 4 jours avant de commencer les premières prises de vue, on était noirs. Donc on s'est fait engueuler, il a voulu nous faire passer des peelings, je sais pas pourquoi je me souviens à l'époque, et on a tous dit non, on dit vous démerdez, on se prend comme ça. Donc nous on pensait vraiment, très vite, on est devenus très potes, entre nous, parce qu'on avait le même âge, il y avait des jolies filles, des garçons sympas, et on pensait qu'une chose, c'est à faire la fête, aller à la plage, à sortir dans les boîtes le soir, et le tournage avec une importance relative pour nous, je dois le dire. On a fait bon voyage? Belle fille, chef, félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guerrieros? Rajustez-vous, boutonez-moi ça! Il choisit le rôle de Ludovic Cruchot. Il choisit le rôle du sous-officier, pas l'officier, le sous-officier. Il choisit cette position qui est idéale pour lui. Et ensemble, Georges Giraud et lui, ils vont bâtir le film. Bâtir le scénario, bâtir les séquences, bâtir les personnages, bâtir le casting aussi. Alors, dans Les Gendarmes, tous les personnages qui sont dans le film, ils y sont parce que De Funès les a voulus. Giraud et Wilfried lui faisaient des propositions, mais c'est De Funès qui a choisi tout le monde. Cruchot, c'est un homme comme vous qu'il nous fallait. Vous êtes un fonceur, c'est bien. Ici, nous avons beaucoup à faire. Dès demain, je vous mettrai au courant. De Funès a exigé qu'on engage de Galabru au départ. Il a dit, il faut prendre Michel. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va lui faire faire un personnage
que je vais faire souffrir un petit peu. Voilà, alors on va engager Michel. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que les gendarmes avec Galabru, il en a fait d'autres, je crois. Il y avait une grande amitié entre eux. D'abord, il y avait un respect, car ils étaient tous les deux d'excellents comédiens, et ils ont toujours travaillé avec énormément de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Pierre Mordy, qui était plus en vue que moi à l'époque, d'ailleurs, avait été, puis il ne pouvait pas, j'ai l'impression. Non, parce que Louis, je le connaissais très peu, j'avais fait 2 ou 3 radios avec lui. À ce moment-là, il faisait les radios, c'était un acteur qui n'était pas encore très lancé. Non, je vois pas, je sais pas. Enfin, j'ai sympathisé avec Louis de Funès très vite, parce que c'était un type que je trouvais charmant et très drôle. Un seul, je me contenterai d'un seul, même un tout petit, un minuscule, même une larve de nudisque chaud. Mais je vous en amènerai une douzaine, mon adjudant, une douzaine de petits nudistes. Vous voyez ça, oui. Mais si vous buvez, le bon bouillon, vous doux. Il avait le culte du comédien. Alors un comédien, pour lui, c'était un personnage qu'il fallait respecter, qu'il fallait aider. Grosso modo, Galabru, il les respectait énormément. Et avec nous, les comédiens, qui étions ses frères, qui étions ses pères, il était délicieux. Il ne faisait pas la star sur le plateau, il ne nous écrasait pas. Il était copain, il était comédien comme nous, et il s'amusait beaucoup avec nous. Vous évoquiez Modo, ils étaient très complices tous les deux, ils s'amusaient tous les deux, ils riaient, ils prenaient des fous rires, tous les deux, ils étaient... D'ailleurs, chacun de nous, on avait notre petit répertoire, qui l'amusait beaucoup. Hé, je crois qu'ils nous ont reconnus, on va se faire repérer. Moi, je m'en vais, mais ça, c'est... Si on allait se baigner... Qu'est-ce que je vais se baigner? Avec De Funès, on s'est rencontrés la première fois vraiment dans La Belle Américaine, où je faisais un petit rôle et où il faisait le chef, le directeur du personnel et qui me virait. Mais j'avais tourné quoi, j'avais eu 3 jours de tournage, j'avais fait connaissance avec lui, mais sans plus. Et après, quand on a joué Pomme à l'anglaise, une revue de Derry, il est venu nous voir un soir, et j'étais dans la loge de Derry, et on a commencé à parler, et il m'a fait rire, et il avait beaucoup aimé ce que je faisais avec Grosso. Et donc, quand Derry a monté La Grosse Valse, il a fait appel à nous, et De Funès était entièrement d'accord. Voilà. Donc, on joue La Grosse Valse, un gros succès pendant 2 ans. De Funès a été obligé de s'arrêter parce qu'il s'esquintait le genou, il se donnait tellement, il finissait dans une danse espagnole, il finissait sur le genou et il commençait à se péter le ménisque. Donc il a été obligé d'arrêter. Autrement, on aurait continué encore 1 an ou 2. Et il me dit, un jour, on allait arrêter, il me dit, est-ce que ça vous amuserait de venir avec moi tourner un petit film à Saint-Tropez, film sur des gendarmes Sinon, tu t'habilles au puce ou au surplus américain? Pousse pas trop, elle va se mettre à pleurer, moi je suis inconsolable. Allez, viens, laisse tomber ce boudin. Elle est mignonne, mais tout évident, elle débarque. Alors les gars, vous venez, oui? Dis, qu'est-ce que c'est un boudin? Une fille pas comestible. Ah. Non mais t'en fais pas, bien emballé, bien préparé, t'es sûrement pas si tard que ça. Ciao. À l'époque, j'étais dans un cours qui s'appelait le cours Yves Furet, qui était un cours assez moderne à l'époque, qui est dans les méthodes un peu acteur studio, il disait que c'était ça en tout cas, dont sont sortis d'ailleurs quelques mecs qui ont fait des belles carrières, genre Yves Régnier, Roland Giraud et d'autres. Et Jean Giraud, le metteur en scène du film, est venu au cours pour faire un peu son marché. J'ai passé une scène, comme d'autres, et puis quelques temps après, j'ai eu le bonheur d'être convoqué au studio de Boulogne, je me rappelle, pour faire un essai. Je t'accompagne. Non, non, c'est gentil, je Monsieur. Reste là, je te dis. Ciao. N'insiste pas, tu vois bien qu'elle est pas mûre. Qu'est-ce que tu en sais? Salut. Et on était tous ensemble, on habitait une sorte de duplex, on faisait la foire, on avait les bagnoles de sport qu'on empruntait à la Produc qui nous prêtait gentiment. On a d'ailleurs planté une. Enfin, ça a tout de suite été la colo de vacances, quoi. Je veux dire, on arrivait, texte non su, bronzé, pas toujours très bien réveillé. Donc, entre autres, Louis de Funès, donc vedette du film, n'avait pas l'air de nous porter vraiment dans son cœur. Ah, regardez-moi ça. Si la vieille couturière de ma femme n'était pas morte, elle en mourrait. Jean Giraud, c'était un personnage adorable, attentionné, qui prenait soin de nous. T'as peur? J'ai déjà conduit une Porsche, une Jaguar, 3 capons à la Ferrari. Tu pleures? Bon, ça va, on va rentrer. Il nous disait jouer jeune.
Et on était jeunes, on n'avait pas besoin de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les films, quand je le revois maintenant, on joue un peu comme ça, toujours. On est toujours très excités, on est toujours comme ça. Alors que moi, je joue plus du tout comme ça. Enfin bon, il y a le temps à passer, mais c'était un côté comédie de l'époque où il fallait jouer toujours un peu brillant et tout comme ça. Et même dans les gestes, quand je revois la façon dont je cours sur la plage à un moment, mes enfants se foutent de ma gueule parce que on dirait une folle qui se part dans tous les sens comme ça. C'est complètement. Mais c'était un peu ça. Et Jean Giraud était un garçon qui était timide aussi, qui était très réservé, qui était gentil, qui était très gentil et qui était très agréable parce que il ne vous engueulait jamais, il n'élevait jamais la voix. Il était très bon public, naturellement. Et puis, on se rend compte que, et c'est mon frère qui m'a dit ça, il avait raison, c'était un très bon mécanicien, qu'il avait articulé ses films de façon très intelligente et talentueuse. Giraud était un cinéaste qui était fort pour tout ce qui est cadrage, pour tout ce qui est technique. Et De Funès, bon, lui, c'était plutôt... il fourmillait d'idées, tous ses scénarios étaient... à noter de plein d'indications, il avait toujours des idées. Louis, c'est comme Chaplin. On ne peut, dans le cinéma comique, il faut, à moins d'être ce qu'il a fait avec Horry après, mais avec une entente terrible, il signait chaque page de scénario en bas. Hein. Bon, il faut une entente et que le metteur en scène, ce qu'avait Giraud, avait l'intelligence de se soumettre et de comprendre comment Louis racontait le gag. Parce qu'un gag, c'est pas simplement filmer au moment où il se produit, c'est la préparation, c'est savoir ce qu'on doit voir avant et au moment où l'impact se fait. Jean Giraud avait une grande finesse et une grande intelligence de travailler avec Louis, de les concevoir à deux et de les faire à deux. Chaplin, il faisait ça tout seul. Giraud et De Funès se connaissent bien. Surtout, ils se connaissent depuis longtemps. C'est-à-dire que des années plus tôt, au début des années 50, Louis De Funès avait joué un petit rôle dans une petite pièce de Jacques Wilfrid et Jean Giraud, qui s'appelait Sans cérémonie, qui a été un bide absolu, qui a été un désastre commercial, mais il joue un petit rôle. Et quelques années plus tard, cette pièce devient un film, ça devient Pouic Pouic. Cette fois-ci, De Funès joue le premier rôle, et avec Jacques Wilfrid, qui désormais est scénariste, et Jean Giraud, qui est désormais réalisateur, ils retrouvent une complicité. Ils ont le même humour. Jean Giraud a un vrai savoir-faire de cinéma populaire, et surtout, il a une façon de faire qui plaît énormément à De Funès. C'est-à-dire que Jean Giraud a tendance à laisser la bride sur le cou à ses acteurs. À leur dire, bon, vas-y, fais ce que tu veux, trouve quelque chose, cherche quelque chose, à chercher avec les acteurs. Et à très très bien supporter que les acteurs cherchent. De Funès, lui, il aime bien chercher devant la caméra. Et en général, les réalisateurs sont plutôt pressés. Ils lui disent à la troisième prise, allez Louis, s'il te plaît, dépêche-toi. Non, elle est bonne, elle est bonne. Jean Giraud, au lieu de dire, elle est bonne, demande à De Funès, ça te va ? C'est complètement différent. C'est une autre façon de travailler. De Funès a besoin d'un réalisateur qui l'épaule, qui l'aide, qui le soutienne. Moi, je m'entends très bien avec lui. Il faut, comme tous les grands acteurs, savoir les prendre. Mais enfin, si vous voulez, lui apporte quand même énormément de choses sur un plateau. Surtout des gags dans les détails, vous savez, énormément de choses. Enfin, il a un jeu que tout le monde connaît, qui est très, très, très à lui, très particulier. Il fait des choses que les autres ne font pas. La bande originale de Raymond Lefebvre a un vrai rôle, de manière totalement incroyable. Si on regarde les choses du pur point de vue de la chronologie historique, Raymond Lefebvre n'est pas censé faire la musique du film. Hein. La musique de film devait s'enregistrer au mois d'août, parce que les tournages c'était toujours juin, juillet, et les films sortaient en septembre. Et c'était un peu un handicap, parce qu'au mois d'août, à l'époque, on ne trouvait pas tellement de musiciens disponibles à Paris. En plus de cela, Paul Moria était un peu fatigué, il m'a dit, écoute, fais-le tout seul. Et moi, j'avais pas envie, parce que je venais d'acheter une maison dans l'Oise, et j'avais envie de me reposer et de prendre des vacances. Jean Giraud m'a téléphoné, il a insisté, je lui ai dit, écoute, si tu m'envoies les minutages dans ma maison, eh bien, écoute, je te ferai ce que tu veux, je vais pas te laisser tomber. Geneviève Grade, qui était dans le premier gendarme, on l'avait fait travailler. L'enregistrement définitif n'était pas fait. Le monde
monde entier s'en tape à Saint-Tropez. Pour se rôtir la peau à Saint-Tropez. Pour barboter dans l'eau toute la journée. Et dans le whisky la nuit à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? L'amour c'est comme la mer à Saint-Tropez. Ça change tous les jours à Saint-Tropez. Pour un soldat perdu, 10 heures trouvées. On ne meurt pas d'amour à Saint-Tropez. Elle a enregistré la scène avec un pianiste, que j'ai jamais su quel était le pianiste. Elle a fait des fautes de mesure. Et dans l'enregistrement, dans l'orchestration, j'ai été obligé de refaire les mêmes fautes de mesure pour coller avec l'image. Ça, c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé de faire un truc pareil. J'en peux plus, chef. J'en peux plus, pitié. Il m'avait dit, j'aimerais bien un truc qui rappelle un peu le défilé du pont de la rivière Kwai. Alors j'ai dit, oui, bon, ben, je comprends ton désir. Et c'est d'ailleurs, je trouvais une bonne idée. Je me suis dit, mais je ne veux pas faire de plagiat. Je veux bien que ça rappelle quelque chose, mais ce ne sera pas un plagiat. Et j'ai donc fait une mélodie de marche style américain, comme une marche américaine, sifflée, parce que c'est le coup du sifflet qui rappelait la musique du pont de la rivière Kwai. Et puis, ça a beaucoup marché, ça a beaucoup plu. Et d'ailleurs, dans le seul film où je ne l'avais pas placé, cette musique, eh bien, De Funès était furieux, il voulait que ce soit dans tous les films. Cette marche des gendarmes sera dans tous les films. Sera systématiquement ensuite dans tous les films, déclinée en citation de citation, en référence de la référence. Oh, regardez. Oh. Regardez, regardez là. Regardez. Merci. Regardez. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ça? Ces deux personnages de cirque, le gendarme et son supérieur, ce qui permettait à Louis de faire exactement ce qu'il aimait, c'est-à-dire d'être obséquieux avec un supérieur et extrêmement sévère et méchant avec les petits. C'est ce qu'il aimait. Et sa position de brigadier à la gendarmerie lui permettait d'être obséquieux avec Galabru. Mais oui, mais bien sûr. Et puis très très méchant avec les petits. Ça suffit. Calme! Calme! Regardez-moi là, tous les deux. Ça, je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais je leur très cher. Calme! Le succès du premier gendarme a été une surprise pour tout le monde, hein. Pratiquement. On s'attendait à un succès de rire, mais ça a été un tel succès que ça a été une surprise pour tout le monde. Et même Louis s'y attendait pas. Ce que personne n'a prévu, c'est le génie de Funès, le génie collectif de la troupe qui l'a rassemblé autour de lui, et le fait que le public va vraiment trouver dans ce film quelque chose qui lui plaît, de manière incroyable. C'est-à-dire que quand on regarde les fréquentations du film, on se rend compte que dans à peu près toutes les villes en France, le film a plus d'entrées en deuxième semaine qu'en première semaine. C'est significatif, hein. Ça veut dire bouche à oreille, ça veut dire que les gens y retournent, qu'ils y retournent en famille, qu'ils y emmènent maman, qu'ils y emmènent les enfants, qu'ils y emmènent les copains, qu'ils y vont en bande. Et ça, c'est vraiment significatif. C'est vraiment significatif du film qui touche vraiment le grand public et les soucis de l'époque. Moi-même, j'ai été fortement surpris parce que je trouvais c'était un film rigolo, bien fait. Bon, je crois que ça tient surtout à l'impact qu'a eu de plus en plus et au fil des années De Funès sur les gens. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ça a fait un tel succès. Je crois que ça a été une bonne idée, un bon scénario au bon moment. Il y a eu d'autres essais de ce genre, mais à d'autres époques, ça n'a jamais marché, vraiment. Pardon. Mais je crois que c'est vraiment une question d'époque. Alors, dans le premier gendarme, il y avait cette fameuse scène des nudistes. C'était un petit peu loufoque, ça s'était jamais fait. Ça plaisait à tout le monde. Et puis après,
faut dire quand même que de Funès, il avait un sacré talent hein, pour faire rire. Le premier, il avait un peu peur. Hein. Il se demandait où il mettait les pieds, lui. Et à partir du moment où le premier a fonctionné, il a été beaucoup plus relax et beaucoup plus coopératif. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, je sais plus, j'en suis vert. Et puis s'en va. Ah bah ça, c'est de la triche, chef. Comment? Ah, je disais, c'est de la triche. Non, dites, regardez, monsieur. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, rien. Ah, j'avais cru vous entendre murmurer. Il y a quelque chose d'archétypal de Funès dans le personnage de Cruchot. C'est-à-dire que le gendarme, c'est l'aboutissement de beaucoup de recherches de Funès autour d'un personnage qui incarnerait à la fois ses obsessions personnelles, ses obsessions morales, ses obsessions éthiques, et ce qu'il sait savoir le mieux faire. C'est-à-dire que De Funès sait très très bien, dès le début des années 60, il sait très très bien là où est son comique, là où il est le meilleur, là où il est le plus efficace. Mais vous vous retrouvez, vous aussi, là, à travers ça? Ah non, je me retrouve... oh non, je ne suis pas comme ça du tout. Non. Un peu râleur? Ça, si. Si. Mais, pas un peu chauvin non plus? Si, mais non, ce que j'aime beaucoup, c'est la délation, la vilainie, la fausseté, le fauchetonisme. J'aime beaucoup ça. C'est sûr que De Funès a créé son personnage de gendarme d'une façon incroyable. C'était vraiment... Et il aimait martyriser les gens. C'est un petit peu le méchant patron avec le mauvais ouvrier. Il a créé un personnage qui n'existait pas. Il a très très vite compris qu'il est très très bien dans la position intermédiaire de la personne qui a du pouvoir, mais pas assez. Dans la personnalité de quelqu'un, dans des personnages qui peuvent faire le mal, mais qui n'y arrivent pas. Louis de Funès, c'est votre premier voyage à New York. Oui. Vos impressions? La première impression, on a vu les buildings arriver de loin, sur le France, mais ma plus grande impression, c'est l'extrême gentillesse, je crois, de tous les gens qui sont dans la rue. Michel Ah Galabru. oui, il a raison, c'est la lui. plus grosse impression. C'est ce qui nous a frappé. Bon, les gratte-ciels, on sait qu'ils existent, naturellement. C'est colossal, c'est immense. Mais c'est la gentillesse des gens. Ils sont très gentils. Vous voyez, il y a un embouteillage, n'est-ce pas? On voit 3 ou 4 taxis. Hein? Personne ne prend un coup de klaxon, rien. Je connais des pays. Il y a des pays. Je ne veux pas les citer, mais moi il y a non des plus. pays où on est très en colère. C'est ça, les pays, ils ont sorti des mots, des mots. Et même moi, je me suis trouvé dans certains pays où je deviens très coléreux. J'aime arriver le premier au passage clouté avant les autres. Ah bon? Oui. Ah, c'est curieux, ça. Et vous, Geneviève Grave, une queue de poisson un jour. C'est possible. Je peux parler, oui. Moi, c'est la deuxième fois que je venais à New York et je dois dire que c'est une très agréable impression. Après le succès du premier, ils ont cherché une idée un peu originale et on a fait le gendarme à New York. Et on a fait la traversée sur le France. Saint-Tropez, c'était très très agréable, mais la traversée sur le France, plus d'un mois à New York, et puis après les intérieurs à Paris, non, c'était très 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 agréable. On avait plus de facilité parce que la production n'hésitait pas à nous envoyer à Saint-Trope pour écrire, alors que là, il fallait écrire dans les bureaux de la rue Copernic. C'était pas Saint-Tropez, rue Copernic, c'était pas facile. À partir du deuxième, on est allé là-bas, on travaillait un peu sur place. Giraud m'avait demandé de faire toute une musique de ballet dans le style de West Side Story, à propos d'une entrecôte volée, qu'on a appelé d'ailleurs avec Paul Moria, parce que je l'avais faite avec lui, Entrecôte Story. Il voulait que ça fasse penser à West Side Story. Ça devenait dangereux parce que on n'allait pas faire du plagiat là-dessus. C'est compliqué de faire une musique qui rappelle une autre musique sans qu'il y ait un motif, une espèce de soupçon de plagiat. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu à faire. Ça nous a donné beaucoup de travail. On l'a enregistré, on l'a envoyé là-bas aux États-Unis. Ils ont fait leur ballet. Je trouve que c'était bien foutu. Parce que quand on composait, on imaginait des mouvements de ballet. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas facile, hein, mais c'est très intéressant. Et je crois que le résultat était plutôt positif.
Je crois, enfin, si mes souvenirs sont bons, qu'en effet, je crois que c'est la première fois qu'il est dans une histoire d'amour. Une histoire d'amour particulière, étant donné d'abord que c'est de Funès. Oui, c'est pas Bérénice. C'est pas Bérénice, non. Mais je crois qu'il y a des tas de choses amusantes là-dedans, et ça provoque pas mal de situations. Surtout que c'est un gendarme, vous comprenez. C'est ça. Claude Jansac, c'est un partenaire idéal de Louis de Funès. Elle tourne une douzaine de films avec lui. C'est le partenaire idéal en ce sens qu'elle a le même tempo de jeu. Elle aussi, ça ne la gêne pas de faire 30 prises, 40 prises. Et surtout, elle a un jeu d'une efficacité absolument incroyable. Claude Jansac est bonne immédiatement, mais elle est bonne tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne se relâche pas, elle ne se fatigue pas, elle ne s'épuise pas dans le jeu, dans le niveau de jeu, dans la tension de jeu. Elle reste toujours dans la même tension de jeu, avec une espèce d'efficacité absolument démente, qui lui permet de renvoyer la balle à Louis de Funès, mais de renvoyer la balle en faisant au filet des échanges de fond de cours. Mais ça vous a coûté combien? Oh, ne vous en préoccupez pas, mon ami. C'est justement, je m'en préoccupe, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'étouffe, voilà. Josépha, je voudrais vous demander quelque chose. Quoi donc, mon ami? Je veux laver la voiture. Oh non, mon ami. Laissez-moi laver la voiture. Mais elle est propre. Alors je la salirai. Elle peut absorber toutes les accélérations de jeu de Louis de Funès, mais elle peut aussi travailler pendant des heures sur la recherche de Funès, et elle trouve quelque chose avec lui. Et dans les moments de fulgurance de Louis de Funès, elle est immédiatement au même niveau, elle est immédiatement au même tempo, elle a la même fulgurance. Madame la colonelle, excusez-moi, Madame la colonelle, voulez-vous m'épouser? Enfin. Et c'est, avec Galabru, le partenaire idéal. C'est le partenaire idéal de Louis de Funès, parce que, en tant qu'acteurs, ils ont exactement la même éthique et la même technique. Et ça, c'est central. Et c'est ça qui fait la fidélité de Funès à Claude Jansac. Une petite partie de boule ce soir? Ah non, ce soir, il ne peut pas. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est-à-dire que on avait confiance l'un à l'autre, on était en famille. Ça, c'est assez rare. J'ai vu beaucoup de comédiens, j'ai été à l'aise avec beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont charmants, mais de Funès, c'était particulier. On avait les atomes crochus. On s'entendait très bien. Il me faisait beaucoup rire. Moi, d'un sens, il avait de l'affection pour moi. Ça se sent probablement à l'écran, parce que c'était comme ça. Alors, vous m'avez fait venir pour rien? Pas moi? Comment c'est pas vous? C'est vous qui avez donné l'ordre, mon ami. Comment c'est moi qui ai donné l'ordre? C'est vous qui avez donné l'ordre. C'est vous? Ah oui, c'est vrai. Non, je me rappelle maintenant. Rappelez? C'est moi. Je revois l'image. C'est une espèce de mur, hein, et de Funès finalement se heurte à ce mur. Et il lui fallait ce mur, et puis il a ce côté, dans Le Gendarme se marie, intransigeant, quand il s'aperçoit que de Funès finalement s'est trompé, qu'il n'est pas adjudant-chef, où il l'écrase, il a ce côté, voilà, ça a bien fonctionné, mais je pense qu'avec de Funès, finalement, on aurait pu... il fallait un comédien qui, justement, n'ait pas cet ego égal à Bru, et on peut lui rendre cet hommage, à participer au succès de la série, puisqu'il n'a pas ce... Il n'a jamais vraiment voulu tirer la couverture à lui. Il est toujours resté dans ce rôle un peu important, mais un peu secondaire par rapport à De Funès. De Funès avait même proposé sur le premier que son nom figure en haut de l'affiche. Mais ensuite, par contre, la production a voulu vraiment mettre... voilà, c'était De Funès. C'était Galabru était au second plan. Mon bon Gerbert, je suis navré de prendre ainsi possession de votre bureau. Je vous en prie. Je vous en prie qui? Mon adjudant? Quoi? Chef! Adjudant, chef! Le Gendarme se marie, c'est un film qui a demandé un tournage très long. Très long parce que nous avons eu les événements de mai-juin qui nous ont retardés. Voilà. L'équipe ne pensait pas être impactée par les événements de 68. Parce que c'est né à Nanterre, donc on se disait, Saint-Tropez c'est un peu à part,
c'est un peu une destination de villégiature. On était à Paris, ils étaient descendus, et on commençait à tourner, et les événements commençaient à se précipiter, on ne trouvait plus d'essence. J'appelle le producteur à Saint-Trope, je lui dis, est-ce qu'on tourne? Petit à petit, tous les tournages arrêtent, font grève. Il me dit, non, 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 mais nous, on n'est pas touchés, on tourne, descendez. Avec gros son, on achète des jerrycans d'essence, on descend, on arrive en voiture à Saint-Tropez à 4 heures de l'après-midi. Et sur le port, je vois le chef machinot qui me dit, ah bah vous tombez bien, il y a une réunion syndicale, on va arrêter le film. Ils étaient à Saint-Tropez, ils étaient tranquilles, ils gagnaient de l'argent, ils tournaient au soleil, ils étaient les pieds dans l'eau et ils se préoccupaient tous de ce qui se passait à Paris. On se trouve dans une villa du parc de Saint-Tropez, qui est l'endroit le plus riche de Saint-Tropez, avec piscine olympique et tout ça, à discuter de la grève. On était à Saint-Tropez, isolés de partout, et on avait loué des maisons. Et M. Bétou, avec justice, dit, si vous arrêtez, je vous arrête de payer. Alors, vous ne pouvez pas payer les maisons, vous ne pouvez plus payer les locations, vous ne pouvez plus rien faire. On avait les arriérés. Je vais voir le producteur, je lui dis, il faut que je vous parle. Il me dit, oui. Je lui dis, vous m'avez fait descendre, mais moi, vous allez me donner des défraiements. Ah non, 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 ben alors, je repars. Oui, mais on ne sait pas quand ça... Je repars. Bon, ben, vous le dites à personne, et il m'a donné en liquide, chaque semaine, il me donnait les défraiements. Je dis à Grosso, ah, vous plaît. Et à Grosso aussi. Et personne ne l'a su, et voilà. Une partie de l'équipe a été chez la comédienne Macha Merrill, qui avait une propriété. C'était vraiment les vacances. Le Saint-Tropez, qui était, bon, déjà, qui était à l'époque, et pas encore le Saint-Tropez d'aujourd'hui, était complètement ralenti. Voilà, c'était la baignade, les piscines, etc. Il y avait un metteur en scène très connu à l'époque, qui est descendu avec une pépé, une blonde ravissante dans une auto de sport pour nous inciter à faire la grève. C'était un peu... C'était plus l'ouvrier qui a faim. Vous comprenez, c'était un peu décalé. Alors, bon, je pense que je leur ai fait remarquer. Bon, ça me paraissait le bon sens. Hein. Il y a un des machinots électro, c'était l'équipe qu'on aimait bien, mais là, ils étaient un peu camarades. Ils disent, oui, à Billancourt, ils se battent pour 20 centimes. Et Galabru se lève et il a fait un discours. Oui, pour 20 centimes. Et nous, là, vous êtes allés dans des fauteuils de cuir. Ah, voilà, c'est pas 20 centimes. Il a été extraordinaire. Et les mecs lui en ont voulu parce qu'il les a ridiculisés. Il a beaucoup d'humour, Michel. Et puis alors, il a une faconde. Ce que De Funès adorait. Et il a été, moi, il m'a fait pleurer de rire. Et puis le tournage a repris dans une atmosphère un peu morose. Et après, voilà, d'après ce que m'ont raconté notamment Colette Robin, après ça s'est très vite décanté. Ils ont retrouvé l'ambiance d'avant. Dites-moi, est-ce que c'est sérieux, là, des gendarmes en campagne sans képi, marcher à Deslogiers? Oui. Nous nous reposons en ce moment. Non, c'est parce que pour la scène du film, comme on n'était pas en service, on n'avait pas de képi. On faisait un pique-nique entre nous. Et alors, on a eu la chance de faire un vrai pique-nique parce qu'on nous a fait un repas merveilleux et on a recommencé 25 fois, on est bien, on est en pleine forme. Qu'est-ce qui se passe dans Le gendarme se marie de Funès? Le gendarme se marie. C'est vous? Oui. Vous vous mariez avec qui? Avec Claude Jansac. Avec Claude Jansac? Oui. Ah, et la cérémonie a déjà eu lieu? Comment? La cérémonie a déjà eu lieu? Oui. Comment ça s'est passé, Michel? Oh, ben, très bien, ça a été très dur, quoi. On a recommencé plusieurs fois sous le soleil. C'est marié une vingtaine de fois, c'est ça? Oui. Au moins. Oui, ça a été très pénible. On était en famille. On s'aimait bien. Je crois qu'il y a... C'est rare. On a fait 5 ou 6 gendarmes, je sais pas. Et je passais de faire 2 ans. Et chaque fois, on se retrouvait avec grand plaisir. Autant, attention, les techniciens, que le simple machinot, c'était marrant parce que c'était les mêmes. On devenait copains. Il y a un fonctionnement dans les gendarmes qui, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, où on voit un fonctionnement très industriel, très show business, etc., il y a un fonctionnement de camaraderie, de bande, de potes. C'est des potes qui font des films. Dites-moi, ma soeur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, montez. Merci, ma soeur. C'est une idée à De Funès.
Il a dit on va prendre une bonne sœur, on va la mettre dans une 2 chevaux et ça nous servira de contrepoint à beaucoup de choses. Et ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée de Louis. Mais vous conduisez, vous n'avez jamais eu d'accident? Je ne conduis que depuis hier. Au revoir, mon fils. Au revoir, monsieur l'abbé, merci. Personne ne songe à faire une poursuite avec la bonne sœur à chaque fois. Mais on fait venir France Rumi à New York. Elle croise, enfin Cruchot la croise à un coin de rue. Hello! Hello! Oh! Écoutez, ma soeur, je suis extrêmement pressé. Excusez-moi de vous déranger. Puis-je vous jeter quelque part? Je vais plonger sur Broadway. Ah non, alors là, Dieu nous garde. Mais écoutez, goodbye, my sister. In peace, my soul! C'est bon. Taxi! Ce qui était au départ un clin d'œil, une gentillesse faite avec l'argent de la production à France Rumi, de l'emmener à New York, etc., etc. Il y avait quelque chose qui tenait de l'ordre de la camaraderie et du clin d'œil entre gens de cinéma. Ça va initier une série de séquences dans tous les films. Mais vous êtes sûr qu'elle sait conduire, ma soeur? C'est moi qui lui ai appris. Oh, vous avez créé un style. Il y a cette réplique extraordinaire de France Rumi dans Gendarme en balade. Elle est devenue supérieure de son couvent et elle dit à Galabru et de Funès: Vous savez, ça me fait plaisir de vous revoir comme ça, de film en film. Et nous aussi, ma mère. Asseyez-vous. France Rumi a eu des bons rapports avec Louis de Funès, qui l'a laissé finalement improviser aussi. Bon, on voit très bien que dans les films, peut-être à part dans Le Gendarme en balade, elle a plus de textes. Elle n'avait pas énormément de dialogue. Elle tournée en studio à Boulogne. Elle a été aussi à Saint-Tropez. Et puis Rémi Julienne s'est occupé de beaucoup de cascades. Deux chevaux qui se coupent en deux, c'était une 2 chevaux, mais qui n'avait pas un moteur de 2 chevaux. C'était un moteur de GS. Au lieu d'avoir 2 cylindres, il y avait 4 cylindres. Alors, il y avait 4 cylindres, ça débordait sur l'avant de la voiture, ça ne se voyait pas évidemment à l'image. Mais avec ce porte-à-faux avant important, c'était à chaque fois qu'il y avait un coup de frein très très brutal, le cul de la 2 chevaux se soulevait derrière. Alors c'est pratiquement inconduisible, parce qu'avec ce truc et cette puissance que ça développait, quand on tournait le volant, pour tourner, il fallait prendre vraiment beaucoup de précautions, parce qu'on tournait les roues, mais ça suivait pas, ça ne suivait pas la direction. Et l'inertie de la voiture alors faisait que la voiture continuait toujours tout droit, même si les roues étaient braquées. Eh bien voilà, nous sommes arrivés. Amen. Moi, la scène que je préfère avec Louis, c'est là quand on désamorce la bombe. Tricard avait raison. C'est la T80. À déclenchement retardé. Mais il faut chercher un spécialiste. Inutile. On n'a que 4 minutes. Silence! C'est un engin nucléaire sensible à la moindre onde de choc. Que personne ne bouge. Moi, je n'ai pas de prétention, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est égal à Laurel et Hardy. Vous voyez, je suis allé loin. Ça, elle m'a adoré cette scène parce qu'on a retrouvé, d'ailleurs lui il aimait beaucoup je crois, tous les films de comiques de Buster Keaton, de Harold Lloyd, de tout ça. Je crois qu'il se les passait à G continu chez lui. Et là je crois qu'on a retrouvé un peu, quand il avait peur, parce qu'on ne savait pas à quel moment ça allait exploser. Et c'est lui qui trouvait ça. Il me dit, passez-moi la fourchette à escargouette. Passe-moi la petite fourchette à escargouette. Voilà. Oh, je veux pas me jeter les fleurs, je lui ai bien servi la soupe, mais bon, c'était lui. Ouais, je pouvais pas la tourner la scène. J'en rigolais pas. Vous voyez, ça a été pénible de tourner ça parce que quand je le voyais, parce que c'est lui qui a tout demandé. Il a tout imaginé. Il a demandé à l'accessoiriste de nous faire des couronnes. Moi, j'aurais pas pensé avec du caoutchouc et des petits trous pour que ça fasse la sueur. Il appuyait, hop, on avait la sueur. Oh. Je vais vous éponger. De Funès a une vraie passion pour le cinéma muet, et presque d'autant plus une passion pour le cinéma muet depuis qu'il est acteur. Parce que c'est vraiment quelque chose qui l'obsède. Il ne faut pas oublier que De Funès
à très peu de scènes légendaires dans lesquelles le dialogue est important. Et on le voit quand on trouve les scripts originaux des films, on trouve les dialogues originaux des films, De Funès coupe systématiquement ces dialogues. Et il les réduit à l'essentiel, à des borborigmes, et puis à des répétitions. C'est-à-dire que plutôt que de faire 3 phrases, De Funès va répéter 3 fois la même. Il trouvera que ce sera un meilleur gag, que ce sera plus efficace, et effectivement, la plupart du temps, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, De Funès a cette espèce d'obsession, d'inspiration par le cinéma muet, qui va mettre en application dans le journal. Beaucoup de grimaces, beaucoup de gags visuels, beaucoup même de trucage, pour ne pas avoir à faire de dialogue. Si un jour, après avoir beaucoup travaillé, vous parvenez comme moi à un poste de très haute responsabilité, suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Repoussez l'orgueil. On est vraiment dans un cinéma à la fois moderne, mais qui explore des ressorts sur lesquels auraient pu travailler Max Sennett ou Laurel et Hardy ou Charlie Chaplin. On est vraiment dans ce genre de répertoire cinématographique, dans le cinéma burlesque. Il se laisse aller à une espèce de folie burlesque. Il transpire, il claque des dents, il ouvre des yeux grands comme des soucoupes, il est terrorisé, il fait 28 fois son signe de croix quand la bonne sœur conduit, il tombe, il se relève, il se retombe, il se relève. Il joue vraiment son personnage de mime, son personnage de comédien dell'arte, son personnage de cinéma américain burlesque. Il synthétise toutes les sources de son comique physique, de son comique visuel dans les gendarmes. C'était un inquiet parce qu'il portait le poids sur lui. C'est lui le responsable. On ne disait pas c'est un mauvais film de Giraud, on disait c'est un mauvais De Funès si le film ne plaisait pas. Dans le gendarme, j'ai participé de loin, mais enfin activement, grâce à l'amabilité de Jean Giraud, à la mise en scène, au montage. On a fait tout ça en commun et on a fait un très bon film. Ça, c'est la première fois que où je peux dire que j'ai pris une responsabilité dans le film. Parce que normalement, un acteur tourne un film avec un metteur en scène. S'il est mauvais ou s'il est bon, il dit, moi, c'est pas moi, c'est le metteur en scène qui m'a dirigé. Et ce cas-là, non, j'ai fait ce que j'ai voulu et je suis responsable aussi. Maintenant, je voudrais, dans tous mes films... En ce qui concerne les séquences coupées dans certains gendarmes, il n'y en a pas eu beaucoup. Parce que De Funès était quelqu'un qui avait le sens de ça. Et si la scène n'était pas bonne, il disait arrêtez, on refait, et c'était mieux. C'était un perfectionniste. Il était capable de faire 12, 14, 16 prises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes qui apparaissent dans le script et qui n'apparaissent pas à l'écran. Alors il y a par exemple sur Le gendarme en balade, on voit au début du film De Funès est réveillé en sursaut par le colonel. Et en fait, dans son rêve, dans le script, il est indiqué que dans son rêve, il jouait dans un orchestre symphonique devant un parterre de gendarmes. Et en fait, la caméra prend du recul et on voit que les gendarmes sont en caleçon. Donc un effet visuel avec des pantoufles, je crois. Et tout d'un coup, l'orchestre termine, donc de la brigade. Et c'est l'acclamation. Ça, c'est une scène qui n'apparaît pas. Dans Le gendarme à New York, il y a une scène aussi où il devait visiter Paris avant de s'envoler pour New York. Et il y avait des dialogues de Wilfrid d'anthologie avec Fougas qui découvre la Tour Eiffel, la place de la Concorde avec un accent. Alors, il s'entraîne
à parler anglais, donc Champs-Élysées, Eiffel Tower. Bon voilà, il y avait tout un... C'est dommage parce que ça aurait été assez amusant. À mon commandement, debout. Première leçon, plonger et remonter. Au départ, c'est De Funès qui a eu cette idée de filmer au fond de la mer des scènes du gendarme liées donc quand il est en fait puni par Gerbert, puisqu'il s'est cru chef à la place du chef. Dites-moi, l'opération Mérou, excellent, votre idée de régler la circulation sous-marine. Oh, merci, mon bon adjudant-chef. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, cette idée. Certainement. D'ailleurs, je l'ai eue, cette idée. Comment? C'est mon idée. Mais non, C'est mon idée. Très bien, mon adjudant-chef. Alors, demain, vous plongerez à ma place. Donc Gerbert le pousse au fond de la mer, et là, il commence à délirer, donc il voit des poissons... c'est ce qui est noté dans le scénario, des poissons qui ont la tête de Gerbert. Et il devait imaginer, il devait se voir délirer au fond de la mer, peut-être une sorte de cauchemar, en train de faire les circulations au fond de la mer avec de fausses façades, de fausses rues. Je sens que je vais avoir un malaise. Je m'en fous. Foutez-moi ça à l'eau. Ah non. Mon adjudant, je sens que je vais avoir un étourdissement. Foutez-moi ça à l'eau. Ça s'est fait à La Ciotat. Ils ont choisi en fait une crique dont l'eau était très claire, où il n'y avait pas de courant. Pendant une semaine, donc, ils ont engagé des plongeurs de Marseille. Ils ont monté des décors, etc. Ils avaient des petits engins subaquatiques pour se déplacer. Mais malheureusement, De Funès a visionné les rushs, puisqu'on sait que tous les soirs, l'équipe visionnait les rushs, sélectionnait les scènes qu'elle voulait garder. Et là, il a été déçu par le résultat. Alors, je ne sais pas si c'était l'eau qui était trop trouble. Je pense que c'est parce qu'on ne le voyait pas assez. En fait, il avait peur que le public ne l'identifie pas. On ne voyait pas son visage. Et donc, on sait que De Funès était obsédé par le fait que le public le voit le plus possible, le mieux cadré. De la manière la mieux cadrée possible, puisque son caméraman, Jean-Paul Schwartz, avait toujours du mal à le cadrer parce que comme Marin était très grand, De Funès était petit, donc il fallait qu'il prenne du recul. Mais le problème, c'est que s'il prenait du recul, on ne voyait pas De Funès en gros plan. Et s'il se rapprochait de De Funès, ça coupait les têtes des autres comédiens. Donc voilà. Et donc du coup, la production a dépensé, je pense, beaucoup d'argent pour finalement que tous ces rushs, je vais faire un mauvais jeu de mots, tombent à l'eau. De Funès avait un sens développé de la vision comique au niveau de la caméra, au niveau de lui-même. Ces gags visuels, il les répétait. Hein. Avant de venir les tourner, il les répétait. C'était tout comme au théâtre quand il jouait Oscar. L'histoire des nez, tout ça, c'était pas improvisé du tout. Hein. Il n'improvisait pas, lui. Lui, était mûrement réfléchi, il savait où il mettait les pieds. Il répétait beaucoup jusqu'à ce qu'il ait trouvé le timing qui collait, le timing qui allait. Et nous, on suivait, parce que on pouvait pas faire autrement. Louis venait du théâtre, il avait été formé, il avait fait beaucoup de théâtre. Les acteurs dont il s'entourait, c'était des acteurs de théâtre et pas tellement des acteurs de cinéma, c'était une même famille, c'était une famille de théâtre, de divertissement, sachant ce que c'était que les effets, comment il fallait les amener, les faire, comment il fallait les construire. Et on se proposait, il proposait des choses, le scénario était construit, mais quand on amenait avec Grosso surtout, qui avait Michel Meudot qui avait beaucoup d'idées, les amenait, quand on proposait quelque chose, ça passait à l'étude et c'était pas toujours refusé. Vous aviez raison. Vous aviez raison, ils existent. Voilà ce qu'il en reste. On tournait la scène dans la gendarmerie où on amène l'extraterrestre qui a été transformé en squelette en fer. Et donc, De Funès et nous, on était là, le pauvre homme, et puis c'est tout. Et De Funès me dit, la scène n'est pas drôle. Je dis, non, c'est pas très drôle. Il me dit, vous n'avez pas une idée, vous pouvez pas me trouver une idée de scène? Moi, je dis, j'en ai pas, là. Et je dis à Louis, si, j'ai une idée, je vous l'apporte demain, je vous apporte le texte demain. Le lendemain, je lui apporte le texte. Il me dit, c'est génial, c'est génial. Mais il y en a là-dedans, non.
Et il montre le texte à Giraud, qui tout de suite, en le lisant à peine, dit c'est de la merde. Et De Funès dit c'est peut-être de la merde, mais je vais tourner ça. Et le gag, c'était que on voyait les extraterrestres, quand on leur tapait dessus, ça faisait boum, hein, vous vous souvenez dans le film, et boum. Et De Funès nous tape sur le crâne et ça, chacun fait un son différent. Il dit ça, c'est curieux. Et ça a été une séquence qui a marché énormément, ça. Eh bien, Louis avait tout de suite piqué le truc. Ce qu'il avait de formidable, Louis, c'est que quand il tournait dans un film comme Les Gendarmes, il n'y a pas que son personnage à lui qui l'intéressait, c'était tous les autres. Et il s'occupait de bien surveiller tout ce que faisaient les autres, en fonction de lui peut-être, mais c'était ça. Modo, Grosso, Modo, tout ça, étaient des personnes... Galabru aussi, l'écoutait parce qu'il était d'un très très bon conseil. Hein. Pas du tout égoïste, c'était pas du tout d'égocentrisme. Il faisait ça pour la qualité du film et ça se ressentait beaucoup. Et les tournages de tous les gendarmes sont des souvenirs fabuleux. On faisait du stop en Bermuda et c'est un souvenir assez difficile, mais on avait sur les genoux 2 Suédoises qui, les saletés, oh là là, j'ai cru que je dis bon, je vais descendre parce que j'en peux plus. Elles ont tout fait pour nous mettre dans un état second. Regarde, Berlingot, toutes nos bouteilles. Répondez, mon Dieu. Allô, mon amour, ma chérie, je t'aime, je t'adore. Oui, vive la France. Ah, ma chérie, j'adore les champagnes. Et le soir, elles avaient leur Jules. Vraiment des filles qui faisaient tout pour nous exciter, puis c'est tout. Avec Grosso me disait, mais je peux plus, moi je peux plus, moi non plus. À un moment, les extraterrestres étaient des filles sur la plage, en maillot de bain, et elles devaient nous faire du charme. L'assistant dit aux filles, vous leur faites un vrai baiser, hein, avec la langue et tout, hein, vous leur bouffez la langue. Nous, on n'était pas prévenus, elles devaient nous embrasser. Donc, on fait faire... Elles nous roulent un patin. Et alors, on les a eus parce que à chaque fois, il y en a un qui se gourait dans son texte. Donc, on a refait la prise au moins 15 fois. À la fin, elle se marrait moins. On a fait pour, je crois que c'est pour le gendarme en balade, les distributeurs suisses nous ont invités pendant une semaine à Genève, où devait avoir lieu la première mondiale du film. Invités comme des princes, hein, dans un hôtel au bord du lac, avec suite pour chacun. Enfin, c'était dément. On était traités comme des rois. Et un soir, ils nous disent, bon, vous habillez. On s'habille, smoking? Non. On a apporté vos costumes de gendarme et vous habillez parce qu'on va aller en défilant dans Genève jusqu'au cinéma où Alors, je regarde Louis qui était au courant, qui se marre. Alors, donc, on s'habille en gendarme. Et on était la première équipe, hein, donc il y avait encore Lefebvre et Christian Marin. Et nous voilà partis avec quelques agents de police suisses qui nous protègent. Et petit à petit, la foule commence à gonfler. Et nous voilà au milieu d'une foule qui déborde les flics. Et on commence à m'arracher mes boutons, à me piquer mon képi, à m'arracher les insignes. Et j'ai vu le moment où ils allaient m'arracher mon pantalon et tout ça. Et on s'est retrouvés à se planquer sous une porte cochère avec De Funès et Grosso. Les autres, c'était carapaté. Et j'ai cru, ça fait peur, hein, la foule, ça fait peur comme ça. Votre bouton, là, chef. Votre bouton ici, chef, qui ne tient pas. La ferme!
Passez! Il est très dur, vous savez? Oui. Saleté. Il est très bien, il est très énergique. Qui est-ce qui commande alors? En principe, c'est moi, mais il me prend toujours le truc. Et vous êtes Et vous êtes d'accord? Bah oui, je crois qu'il se débrouille toujours pour prendre la parole. Ça s'y va très vite. Et puis alors après, il est obséquieux, comme vous le voyez, il s'incline après. Vous voyez ce qu'il fait? Vous voyez ce qu'il fait? C'est assez bizarre. Vous avez... Voilà, relâchez. Tenez-vous. Moi, l'adjudant après vous. Très bien. Jean Lefebvre a d'abord pas des relations extrêmement calmes, extrêmement simples avec Louis de Funès. Il y a une première chose, c'est qu'ils sont à peu près de la même génération, ils sont à peu près du même bain, ils ont couru à peu près le même cachet, ils ont régulièrement été dans le même film, mais très très peu tournés ensemble. Ils sont très peu rencontrés, mais ils sont souvent dans les mêmes histoires. Dans l'histoire de Jean Lefebvre, il y a des relations extrêmement orageuses avec Jean Giraud. Jean Giraud et Jean Lefebvre ont des caractères relativement doux, mais explosifs. Et quand ils se mettent en colère, c'est terrifiant. Et c'est ce qui se passe sur Le Gendarme à New York. C'est ce qui se passe sur Le France. Il y a une terrible engueulade entre Jean Lefebvre et Jean Giraud. Et l'un et l'autre entrent dans une fureur noirâtre, et c'est fini. Jean Lefebvre n'est plus dans le film. Oh, les copains, ne me laissez pas tomber. Je veux voir New York, moi. On voit pas Lefebvre à New York, il apparaît pas, il est dans une chambre d'hôpital pendant que les autres sont à New York. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a un peu terni leur relation. Je vouais. Oui, chef. Vous ne le dites à personne, hein? Non, non, chef. Oh, merci, vous êtes gentil. Je vous remercie, chef. Pendant encore 2 autres films, ça va envenimer les relations entre De Funès et Jean Lefebvre, et surtout entre la production de Jean Lefebvre. C'est-à-dire que cette série de films a des problèmes avec Jean Lefebvre. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'événements, il y a des scènes coupées dans Le Gendarme se marie, des scènes dont Jean Lefebvre apprend qu'elles ne sont coupées que le soir de la première, ce qui est extrêmement maladroit. Et il explique à tous les journalistes présents sur la première combien ces scènes sont drôles, combien elles sont passionnantes, combien elles sont amusantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que je ne sais pas si la publicité a été très bien faite sur ce film. Vous avez comme vedette, comme première vedette, Louis de Funès. Oui, je sais. Vous connaissez, ça, vous avez. sûr. Et alors après, je ne vais pas faire de gaffe parce que à la radio on ne sait jamais. Et après, comme second personnage, vous avez Louis de Funès. Comme troisième personnage, vous avez, si mes souvenirs sont exacts, Louis de Funès. Comme quatrième, Louis de Funès. Et alors, comme il ne peut pas jouer tout seul, il lui fallait bien quelqu'un quand même pour répondre. Il ne pouvait pas parler devant un mur, parce que là, il y a quand même des limites. Vous avez Galabru, qui est merveilleux d'ailleurs dans le film. Et puis, il y avait Christian Marin et moi. Je dis il y avait parce que quand on a vu le film, il n'y avait plus rien du tout. Ce qui veut dire Ce qui veut dire qu'on a été coupé magistralement, mais coupé à un tel point que j'en ai eu des cauchemars. La nuit, je voyais De Funès avec des ciseaux. Évidemment, l'équation est simple. Ces scènes faisaient de l'ombre à Louis de Funès, c'est De Funès qui a fait couper mes scènes. Les raisons, je ne veux pas les connaître. Est-ce que je faisais rire, est-ce que je ne faisais pas rire, je n'en sais rien. C'est pas la question. C'est la question que Louis de Funès arrive à un stade, il s'imagine que s'il n'est plus sur l'image, il n'y a plus de film, vous comprenez? Alors ça devient dramatique. Dans ses contrats, il a tous les droits. Il fait ce qu'il veut, il engage qui il veut, il met à la porte qui il veut. Je suis d'autant plus touché que j'aimais beaucoup De Funès, voyez-vous. Et alors on m'avait dit, méfie-toi de Funès, tu vas voir. Il y a 1 an que j'avais pas tourné avec lui, tu vas voir maintenant, il est embêtant, il y en a que pour lui, il veut tout couper. Et je l'ai défendu. Et je ne peux pas citer de nom, parce que vraiment, ce serait pas gentil de ma part. Mais par exemple, vous pouvez pas savoir ce que j'ai entendu sur le petit baigneur et le tatoué. Ce que j'ai entendu sur De Funès. Mais enfin, je l'ai défendu. Je dois dire, je l'ai défendu jusqu'au bout. Puis je me rends compte que du jour au lendemain, il est devenu mon ennemi. Vous nous avez odieusement bafoué, nous, vos meilleurs amis. Cette légende va poursuivre De Funès pendant des années. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui vous disent, des gens de cinéma, qui vous disent De Funès, au montage, il faisait couper. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait une bonne scène, il la faisait couper. Regardez ce qui est arrivé à Jean Lefebvre.
Alors qu'effectivement, il y a des très bonnes scènes de Grosso modo, il y a des très bonnes scènes de Galabru, il y a des... Mais bref. Alors écoutez, mon adjudant, c'est lui qui s'en va ou c'est moi qui m'en vais? Ben, éloignez-vous. À 7 mètres. 7 mètres. Il y a progressivement un passif, un ensemble de griefs de Jean Lefebvre contre Jean Giraud et De Funès. Mais Jean Giraud, tout le monde s'en fiche, à l'époque dans les médias. C'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de la une du journal de titrer sur la brouille de Funès et Jean Lefebvre. Mais c'est surtout après Jean Giraud. Je t'aime. Oh, si vous me le dites, il vous faut 4 jours. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'était plus possible pour les deux comédiens de se côtoyer. Ça a fonctionné au début, mais Lefebvre était quand même un comédien ambitieux, voilà, qui avait tourné Un idiot à Paris. C'est vrai que c'était compliqué de les garder. Ah, chef, je voulais vous dire, on a eu quelques fois des mots, mais vous savez, je vous aimais bien, chef. Mais moi aussi, mon petit Fougas. Le dernier film avec Jean Lefebvre est un peu une espèce d'hommage posthume au génie de Jean Lefebvre, c'est-à-dire que le film est construit autour de lui, mais si on regarde bien, le film est construit autour de lui, mais quasiment de manière à ce qu'on ne le voit jamais, à ce qu'on le voit le moins possible. C'est-à-dire que c'est lui, Fougas, qui on va essayer de remémorer les bons souvenirs. Alors, Fougas, le voile se déchire. Moi, je voudrais retourner à la pinsonnière. Oui, il m'énerve. Moi aussi, il m'énerve. Ah, ça oui. Il y a vraiment peut-être une occasion manquée sur ces films-là, mais une chose est sûre, c'est que De Funès ne recherche pas la compagnie de Jean Lefebvre sur ses autres films. Jean Lefebvre n'a pas tourné dans les 2 derniers parce qu'il avait fait preuve d'exigence, tant sur le scénario que financière. Fougas, regardez-moi. Non, pas là, dans cette région, là, par là, ici, là. Alors, tout à fait au hasard, je vous colle 4 jours de balai. Oh non, chef, c'est toujours moi. J'ai dit au hasard. Ah bon? Allez, rompez. Il avait dit mais du mal sur Louis, et le producteur n'en voulait plus. C'est le producteur qui l'a viré, c'est pas Louis. Il a fait courir le bruit que c'était Louis, mais c'est le producteur. Donc, on s'est retrouvé avec Rambal et Maurice Rich. À la fin des années 70, c'est un peu comme Bruce Springsteen qui dit « Tiens, je vais faire des concerts tout seul à la guitare acoustique ». C'est back to basics, c'est revenir à la base, c'est revenir au départ. À la fin du 4e, Louis n'a plus voulu, il a dit « Oh, les gendarmes, j'en ai marre, je m'arrête ». Donc, il s'est arrêté, il a tourné d'autres choses, il a eu un double infarctus, et il s'en est sorti très bien. Et puis il a tourné La Zizanie, il a tourné L'aile ou la cuisse. Et tout. Au bout de 8 ans, il dit « Je voudrais faire un nouveau gendarme ». Oh, ben, oui, Louis, faites un nouveau gendarme. Il a la nostalgie à la fois de quelque chose qui sait faire mieux que personne, qui sait faire extraordinairement bien, sur lequel il sait qu'il ne se met pas en danger, qu'il ne court aucun risque. Et en même temps, il a envie de revenir au confort du cinéma fait entre copains. Il dit au producteur, c'était Bétou, « Je veux bien refaire un gendarme ». Bétou lui dit, tu vas me signer une lettre, comme quoi tu es d'accord pour faire un 5e gendarme. Il signe la lettre, Bétou envoie la photocopie au distributeur allemand, qui par retour de courrier lui envoie 1 milliard. Il n'y a plus aucun enjeu artistique pour De Funès. De Funès ne se met plus du tout en danger. C'est pas comme quand il tourne Harpagon, dans l'Avare. C'est pas comme quand il décide de jouer un peu plus dramatique dans La Soupe aux choux. Non. Il joue un personnage sans aucune réflexion, sans aucune question. Et il y a ce paradoxe quand même, qui est que ce sont quand même des films qui ont des succès gigantesques. Le film des gendarmes qui a eu le plus de spectateurs en première exclusivité, c'est Le gendarme et les extraterrestres. Alors, le gendarme devant Superman, ça paraît quand même assez étonnant. Oui, mais ça me paraît étonnant à moi d'abord. Le gendarme, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire du Superman. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est le français moyen, c'est quoi le gendarme? Je ne sais pas, je ne connais pas la recette, je me demande pourquoi ça marche. Si,
je sais pourquoi ça marche bien, je crois. C'est d'abord l'histoire, qui est de Jacques Villefried et puis Jean Giraud, qui ont travaillé à cette histoire, qui était très bonne. J'ai lu 25 pages, et ça m'a vraiment fait rire, les extraterrestres qui sonnent crus. Il y a un tas de choses qui sont très drôles dedans. Ça m'a fait rire. Mais je crois que c'est ça, la première. Les gens vont d'abord voir une histoire. Il faut bien comprendre ce que psychologiquement veut dire ce film pour De Funès. Retrouver le gendarme dans les années 70 pour De Funès, c'est vraiment retrouver ses pantoufles. C'est vraiment retrouver... c'est une sorte de pèlerinage. Il va vérifier qu'il sent toujours les émotions qu'il a senties des années plus tôt en découvrant le personnage de Ludovic Cruchot. Il était dans le bonheur parce qu'on était dans le Midi, qu'on était là-bas, que le film était vendu déjà d'avance. C'est le film que j'ai tourné dans les conditions les plus confortables de ma vie. On tournait, je disais, moi je voudrais bien, on était défrayés royalement, très bien payés, on tournait, moi ils ont voulu m'avoir 3 mois pour tourner, si j'ai fait une dizaine de jours devant la caméra, c'est le maximum. Et on était logés en plus dans un hôtel à la plage qui était retenu, bon. Et je disais, oui, non, mais quand même, là, 3 mois, je voudrais bien, je peux retourner à Paris, embrasser ma femme et mes enfants. On dit, vous les faire venir, faites-les venir demain, on les accueille et tout. C'était royal. L'intégration des nouveaux, c'est très bien fait, à part Rambal, qui vraiment était toujours un petit peu à côté de la plaque, lui. C'était un rêveur, c'était un mec qui était dans les nuages en perpétuel. De Funès nous demandait de ne pas nous faire nous bronzer, de ne pas bronzer parce que lui il pouvait pas, puis et Rambal est arrivé noir lui. Voilà, donc il a été obligé de se faire débronzer, et donc il était à côté de la plaque. Maurice, lui, s'est tout de suite mis dans le bain, ça a tout de suite été. Moi, quand ils m'ont fait faire ce premier gendarme, c'est un truc qu'ils connaissaient. Entre 2 prises, on avait le costume, ils nous faisaient arrêter des voitures sur la route entre Saint-Trope et il y en a une qui m'a foncé dessus, qui ne s'est pas arrêtée. Moi, j'ai eu le temps juste de plonger dans le fossé, et on avait des vrais gendarmes avec nous qui ont tout de suite téléphoné. Ils ont téléphoné, ils ont piqué le mec, c'était un type en cavale. En cavale, ils l'ont chopé quelques minutes plus tard, un peu plus loin. Pour le gendarme et les extraterrestres dont je viens de parler, pour évoquer de la musique extraterrestre, c'est là que j'ai commencé à utiliser des synthétiseurs avec les sons que l'on connaît et qui sortaient du domaine traditionnel de la musique, avec des trompettes, des violons, etc. Et je me suis entouré d'une équipe qui était très versée là-dedans, et on a fait pas mal de choses qui, je crois, collaient bien avec l'image. Je sais que le producteur avait eu du mal pour les images à l'époque aussi, avec les trucages n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant quand on voit des films actuels. Mais je crois que c'était assez compréhensible et assez réussi, je pense, j'espère en tout cas. C'est vous, mon adjudant. C'est moi. C'est vous. C'est nous. Je suis là. C'est vrai que les dernières années de la carrière de Funès sont difficilement explicables aujourd'hui. C'est-à-dire que on a, à partir de la VAR, on a des films qui sont pas très très bons, qui sont difficilement défendables aujourd'hui. Mais en même temps, De Funès jouit d'une popularité qui est totalement démente. C'est-à-dire que, grosso modo, les ennemis de Funès, ceux qui, dans les années 60, dans les années 70, disaient qu'ils faisaient du cinéma médiocre, qu'ils faisaient du cinéma de droite, que De Funès était un acteur fasciste, tous ces gens-là se sont tus, ou tout au moins ont compris que ça ne sert à rien, que ça ne sert à rien. Et toute la gloire qu'il a accumulée depuis les années 60, au fin des années 70, début des années 80, il en profite. Là, vraiment, il touche les intérêts de ces années de gloire. Il paraît que vous surveillez attentivement les entrées, c'est vrai? Oui, c'est pour savoir si ça a du succès. Et pourquoi et d'où vient ce succès, je me le demande toujours aussi, moi.
C'est pas acquis, c'est pas. Je dis, ah oui, on fait ça, c'est très bien. Je me demande comment ça se fait. Et j'essaie de trouver une recette pour que le prochain. Le prochain soit un succès aussi. Vous seriez inquiet de constater qu'il y a moins de succès? Non, non, parce que j'ai fait des films qui ont eu moins de succès. Mais je sais, j'en connais les raisons. Je les prévoyais d'ailleurs avant. Et comme ça vous aide à améliorer votre métier. Comme je n'étais pas le metteur en scène. Ah oui, oui, bien sûr. Maintenant, je sais très bien, je sais exactement je sens ce qu'il me faudrait. Une chose est certaine, c'est que même si ça marche pas comme avant, ça marche. Et ça marche pas qu'en France, ça marche en Allemagne, ça marche en Union soviétique, ça marche dans les pays de l'Est, ça marche au Japon, ça marche en Europe du Sud, ça marche un peu partout. C'est-à-dire que un film de De Funès, en première exclusivité, ça fera 4, 5, 6, 7 millions d'entrées en France, autant en Allemagne, autant en Union soviétique. Et au bout du compte, ça fait parmi les plus gros films mondiaux de l'année. Et c'est le seul Français qui réussit cette performance. Donc, un producteur d'un film de De Funès peut, uniquement sur le nom de De Funès, y aller en confiance. Mais vraiment, sans emprunter un seul centime à une banque. Ça va être les distributeurs qui vont payer, ça va être les exploitants de salles qui vont payer. Parce que tout le monde sait que on affiche du De Funès, ça marche. Comme il y a eu entre-temps La Soupe aux choux, qui avait déjà, en fait, dont l'un des personnages donc, interprété par Jacques Villeray était un extraterrestre. Bon, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Du coup, on s'est rattrapé sur les gendarmettes. On l'avait écrit avec lui, le 7e. On avait écrit On a perdu le gendarme de Saint-Tropez dans le triangle des Bermudes. On l'avait écrit avec Louis, là. Et puis on ne l'a pas fait parce que Louis nous a quittés. Louis avait envie d'aller dans le triangle des Bermudes parce qu'il avait son frère qui habite là-bas. Alors il dit, tiens, voilà une bonne idée pour aller voir mon frère, on va tourner un gendarme aux Bermudes. J'ai dit, c'est pas difficile, on s'y colle ce soir, on va l'écrire. Pas dans le 7e, dans celui qu'on avait prévu pour après. Le gendarme sur orbite, c'est-à-dire qu'on envoyait la brigade de Saint-Tropez pour faire il y avait tellement de circulation entre les planètes, on avait décidé d'envoyer une brigade pour mettre un peu d'ordre, mettre le feu rouge, faire la circulation là-haut. On avait décidé d'envoyer la brigade de Saint-Tropez, envoyer l'orbite là-haut. Elle se met, cette espèce de capsule. Galabru devient complètement fou de peur dans cette capsule, tape sur tout, et la capsule se met à tourner à l'envers de la rotation de la Terre, ce qui fait que toutes les 3 minutes, elle remontait d'une journée. Et on se sont retrouvés comme ça, quand ils reviennent sur Terre, ils voient un type sur un cheval blanc sur une colline, et ils sont à Waterloo, et c'est l'empereur. Et on avait tourné Le Gendarme et l'Empereur. On avait décidé de tourner Le Gendarme et l'Empereur. Il parle d'un gendarme en Union soviétique, il parle d'un gendarme de Bethléem, qui serait une espèce de téléportation de la brigade des gendarmes de Saint-Tropez dans la ville où est né le Christ. Et De Funès catholique est très intéressé par cette idée, qui sera en fait finalement une dramatique radiophonique. Il y a toute une série d'envies autour du gendarme. Alors effectivement, il ignore que Le Gendarme et les Gendarmettes va être le dernier film de Jean Giraud, que Jean Giraud va mourir au cours du tournage du film, que Jacques Wilfried va décider dès lors de casser son crayon et de ne plus rien écrire. Bon, donc effectivement, il y a quelque chose de crépusculaire dans Le Dernier Gendarme, qui est aussi le dernier film de Louis de Funès. À titre expérimental, 4 de nos jeunes auxiliaires féminines viendront faire un stage de perfectionnement à vos côtés. Le dernier film de la série des gendarmes, ça a été assez pénible. D'abord, je crois que le scénario n'était pas terrible, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais enfin quand même, s'il n'y avait pas la même veine que dans les autres. La vérité, c'est qu'on en a fait 6. 2 très bons, les 2 premiers, 2 moyens, le 3e et le 4e, et 2 mauvais, le 5e et le 6e. Le scénario, à mon avis, et à mon humble avis, je vais vous dire, était trop conçu. C'était conçu sur elle. Ils avaient voulu changer en se disant c'est elle. Or, ça ne pouvait pas fonctionner parce que le scénario des gendarmes, c'est Louis, son équipe de ringards,
qui tape sur quelque chose. Or, là, le scénario avait été un petit peu construit pour des filles, pour prendre cette place-là, il faut Foresti, il faut des bestioles comme ça, et des bêtes de théâtre, des bêtes de scène, il faut le Mercier, voilà. Vous n'avez pas la nostalgie de notre ancien local, Cruchot? La marche inexorable du temps, mon adjudant. Il faut vivre avec son siècle. Après, évidemment, on pouvait faire voyager encore les gendarmes, on pouvait... bon, mais peut-être que c'était... là, ça permettait d'avoir... visuellement, c'était intéressant, puisqu'il y avait 4 jolies comédiennes. Ça a permis d'avoir des gags avec Claude Jansac, qui est jaloux de ses gendarmettes. Vous avez acheté un pull-over? Et vous jugez qu'il fait passer Playboy, j'irai le changer. Venez donc l'essayer. Et De Funès a réutilisé sa vieille formule. Pourtant, lui disait qu'il fallait se renouveler. Mais disons que cette formule d'avoir des gendarmettes très grandes, un peu comme a fait Houry dans La Folie des Grandeurs, puisqu'il fallait absolument que les grands d'Espagne fassent au moins 1m90. Et là, De Funès voulait que les gendarmettes fassent au moins 1m72. Et le but du jeu n'est pas un burlesque égrillard du gendarme ayant la tête entre les seins des gendarmettes. Non, pas du tout. Au contraire. Et c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que ce gag visuel-là, il ne le pratique pas. Ce qu'il veut, c'est juste un décalage de hauteur pour que son personnage soit tout le temps écrasé par l'autorité, par la prestance, par l'élégance, par la beauté des gendarmettes, et que lui, il soit d'autant plus petit, ridicule, difforme. Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors? Ils se sont contentés de nous faucher nos bracelets. Le mien n'a pas dû leur plaire, ils me l'ont laissé. Mais enfin, on n'enlève pas 5 bonnes femmes uniquement pour leur faucher leurs bracelets. Vous savez, quand on nous prenait sur les extraterrestres pour 3 mois, même plus que ça, de septembre à décembre, en place, en disant peut-être qu'on va avoir une idée, il faut les avoir sous la main, encore faut-il avoir des idées. Or, il ne pouvait plus y en avoir. Cherchez bien. Vous cherchez, je ne trouve rien. Cherchez mieux. Louis me disait, je ne peux plus rien faire. Jean était complètement dépassé. Alors, c'est un miracle que le film se soit fait et se soit terminé et monté correctement parce qu'à Boyance, dont on ne dira jamais assez de bien. C'est pas le premier film que je l'ai vu récupérer. C'était un des plus pointus de Première Assistance. Oh, quelle horrible tête. Allez hop, on rentre, vous me suivez. Il y avait un problème aussi, on n'était pas éclairés de la même façon. Je ne sais plus et je ne veux plus savoir qui est-ce qui nous éclairait, mais on était totalement... On ne pouvait pas regarder, ouvrir les yeux, tellement ça marchait avec des miroirs, là, des étains. Là, on nous en envoyait plein les yeux. Et Louis, qui avait un regard formidable, d'une sincérité effroyable, c'était ça. Parce que on en prenait beaucoup trop. J'ai eu ça sur 1 ou 2 films, mais là, c'est effrayant quand on est éclairé comme ça. C'est presque une famille qui se retrouve, là. Hein. C'est la 6e fois qu'on fait des gendarmes. Alors, le fait de venir ici, d'abord, Saint-Tropez, c'est presque des vacances, bien qu'en ce moment, avec le soleil qui est pas mal. Et puis c'est l'ambiance, parce que on est tous des copains maintenant, on se connaît bien. Alors, c'est assez formidable, en somme, de travailler et de se sentir un peu en vacances. Si vous regardez le visage de Funès, même avant ce dernier film, dans les autres films, et si vous le comparez aux De Funès en bonne santé, florissant, vous voyez bien, on le voyait, c'était triste. D'abord, il suivait un régime draconien, alors il était amaigri, c'était très pénible à voir. Et alors, c'est très curieux ce que vous me dites, parce qu'effectivement, Jean Giraud me dit, tu sais, Michel, Louis, demain, on peut t'avertir qu'il est mort. On peut en arriver au tournage, dire, ben Louis est mort cette nuit. On en est là, Michel, il me disait. Eh bien, c'est Jean Giraud qui est mort avant. Jean Giraud est tombé malade, où il était déjà malade, et comme il était déjà pas très épais, il s'est amaigri de plus en plus au fil des jours, et il a quand même réussi à finir le tournage les plans à Saint-Tropez. Alors Gérard Bétou ne comprenait pas parce qu'il
il le voyait qui restait toujours assis. Alors il disait, mais pourquoi il se lève pas? Pourquoi Et en fait, il était de plus en plus faible. Jean Giraud, pendant ce film, se traînait. Je ne sais pas pourquoi les médecins ne l'ont pas vu. Moi, j'ai rien à dire, je ne suis pas médecin. Mais Jean Giraud se traînait plus que De Funès. De chaise en chaise, il restait assis. Il était très fatigué, mais bon, je ne sais pas quel âge il avait déjà à l'époque. Il était très fatigué, mais on mettait ça sous le coup de la pression, le film. Il faut le porter, ce film, hein, il fallait le porter. Donc, on mettait ça sous le coup de la pression. Alors évidemment, ça a quand même déteint sur l'ambiance de tournage. Alors vous imaginez un peu le tournage d'un film comique, De Funès suivi par un cardiologue, le cinéaste principal qui est le matin, le SAMU l'amène et revient le soir. Bon, c'est quand même assez cocasse. Et Tony Aboyantz, donc le premier assistant, a pris le relais, notamment pour les plans au retour de Paris, en studio. Nous n'étions pas conscients du tout parce qu'il a attrapé la tuberculose pendant le tournage et il en est mort. Et après, toute l'équipe est passée au dépistage, bien sûr, tout le monde. Tout le monde était persuadé qu'il avait un cancer. L'état dont il arrivait, il maigrissait tous les jours. Et une fois au tournage où on a annoncé j'ai eu le mauvais goût de demander mais il est mort de quoi, hein. Et là, les producteurs se sont retirés, puis ils sont revenus au bout d'un moment, ils ont dit il faut que vous alliez faire des radios pour voir si le bacon ne vous a pas sauté dessus. Moi, quand on a appris, parce qu'on ne le savait pas, nous, mais je le voyais, les dernières scènes, il ne pouvait plus bouger. Pour aller de là à vous, il mettait 5 minutes en se tenant. Et quand on a appris qu'il était mort de la tuberculose, comme il nous parlait dans le nez toute la journée, moi j'ai dit au régisseur, moi je veux qu'on nous fasse le vaccin, et puis comment ça s'appelle pour la tuberculose, on vous fait, aidez-moi, quand on vous fait une petite incision là, voilà. Et il dit, ah oui, non, je lui dis, écoute, c'est bien simple, si on fait pas ça, moi j'arrête de tourner. Et tout le monde dit, on arrête de tourner. Donc ils nous l'ont fait, bon, c'était négatif, mais il est mort de ça. Quant à Louis, alors on va terminer là-dessus parce que je pourrais plus dire autre chose après. Je vais avoir du mal. Louis, donc, je mets en scène Galabru dans une pièce qui s'appelait L'Entourloupe. Et Louis était dans son château, à côté de Nantes, et je lui téléphone un soir, je lui dis, Louis, c'est Galabru qui va jouer la pièce. Dans le programme, on met toujours un mot, mais quelqu'un met un mot, ça serait bien que vous mettiez un mot sur Galabru, que vous adorez. Il me dit, ah, vous m'emmerdez, mais je vais le faire. Bon. Et 8 jours après, je reçois une lettre formidable de Louis sur Galabru, mais extraordinaire. Galabru qui galabre, mais c'était merveilleux. Et j'oublie, j'étais en pleine fin de répétition, j'oublie d'appeler Louis pour le remercier. Et 2 jours après, je rentre après une répétition, et sur mon répondeur, un mot de Louis, me disant merci, bravo, hein. Ah. Alors, je vous fais un papier, et c'est de la merde, alors ça vous a pas plu, hein. Dites-le carrément, hein. Alors, je dis, il faut que je l'appelle demain, et je garde le message. Et le lendemain, je descends. J'habitais rue d'Odessa, Montparnasse, un petit studio, parce que ma maison de campagne était aux environs de Paris, comme je travaillais beaucoup. Et je descends, et en premier titre sur le journal, Louis de Funès est mort cette nuit. J'ai été une fois en état d'infraction, j'allais à plus de 60 à l'heure dans une agglomération. Et alors moi, je double la voiture gendarmerie. Et ils m'ont sifflé, m'ont pris. Ils m'ont dit, monsieur de Funès, oh là là là, venez donc. J'ai dit, écoutez, je n'ai rien vu du tout. J'ai dit, écoutez, ça me servira de leçon. Ils m'ont dit, de toute façon, vous allez nous laisser un autographe et c'est tout ce qu'on vous fera.